Relation que déjà, ou pas mériter ça. Ou Haïti, ou pas doué comme ça. Alors bonjour à vous tous et enfin qui êtes là à nous écouter aujourd'hui encore. Donc tous nos auditeurs et nos internautes. Donc c'est la grande rentrée. Ben oui, je suis revenue, je suis de retour après un long congé de 2 mois ou un peu plus de 2 mois. Ça fait du bien de prendre un temps d'arrêt comme ça, histoire de faire le plein, de se reposer, de mettre nos idées en place, réfléchir, planifier aussi, s'organiser. Donc, on va parler de ça aujourd'hui un petit peu, étant donné que c'est la rentrée, donc je ne vais pas aller dans un sujet trop lourd. On va échanger, enfin, je vais vous parler. On ne peut pas vraiment échanger parce que vous ne pouvez pas communiquer avec moi, mais je serai toujours avec Gary, évidemment, notre directeur et metteur en ondes. Donc, on va discuter un petit peu de l'importance de prendre le temps de s'arrêter pour se faire du bien à soi. Alors, je suis très contente d'être de retour. Et on s'arrête pour nous, mais en même temps aussi de permettre aux auditeurs de prendre une petite pause. Je pense que ça fait toujours du bien qu'on puisse vous manquer. Alors, j'espère que je vous ai manqué. Et c'est vraiment un plaisir d'être de retour au micro. On va passer, bon, je dis une autre année, c'est une façon de parler, donc l'année, disons, médiatique, parce que les grands médias prennent toujours une pause estivale. Les animateurs reviennent comme ça en septembre, donc on repart une nouvelle année, entre guillemets, ensemble. Et puis, je vais continuer, évidemment, de vous entretenir sur de nombreux sujets, des entrevues de fond. Je vais avoir des invités toujours aussi intéressants, captivants. D'ailleurs, j'ai déjà quelqu'un pour vous au mois d'octobre. Je recevrai notre seul et unique sociologue, M. Frédéric Boiron, qui est déjà venu à mon émission. Il va nous parler de son livre tant attendu. Il y a eu beaucoup de publicité, de promotion, enfin, dans les médias sociaux pour son livre. Donc, j'ai très, très hâte de le recevoir début octobre. J'espère que vous serez au rendez-vous. Puis, j'aurai aussi cette année, il faut que j'arrête de dire ça, on va avoir l'impression qu'on est en janvier, là, de nouveaux collaborateurs. Vous avez déjà vu, évidemment, Perpétue Robert, qui nous parle souvent de santé naturelle. Elle est naturopathe, vitaliste, donc elle sera encore avec moi pour quelques chroniques. Et j'aurai un co-animateur qui viendra de temps en temps passer du temps avec moi, échanger, nous faire part de son point de vue. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Peut-être qu'il aura le temps de faire un petit tour aujourd'hui. Si c'est le cas, bien, il viendra nous dire un petit coucou. Vous aurez l'occasion de le voir. Sinon, ça sera dans les semaines à venir. Donc, j'espère que vous allez recommencer à être fidèles au poste. Donc, pour l'émission Tête à tête, cœur à cœur avec Stéphanie. Sur ce, nous allons prendre une petite pause publicitaire et puis au retour, ben, on va jaser ensemble. À tout de suite. Pablo Rodriguez, député fédéral de Mauricie, je souhaite vous dire que les membres de mon équipe et moi, on est là pour vous. Le gouvernement a adopté de nombreuses mesures pour faire face à la crise de la COVID-19. Il y a des mesures pour nos travailleurs, nos familles, nos entreprises. Enfin, pour en savoir plus, je vous invite à communiquer avec nos bureaux au 514-353-5044. On va passer à travers ceci ensemble. Mes amis, affaire COVID-19 là, c'est un bail sérieux. En pile, mon a mouri. Faut que nous suivions conseil autorité. Pour nous pas prendre COVID-19 là, c'est laver mais nous en pile. Pour nous pas bailler l'autre monde COVID-19 là, c'est chita la caille nous. Si nous pas gagner pour nous aider famille nous, c'est chita la caille nous. COVID-19 là dans la rue, tant pris souple, pas marcher avec. Autorisé et payé par Emmanuel Dubourg, député fédéral de Bourassa, 514-323-1212. Megameuble.com. Vous voulez économiser? Vous voulez vraiment économiser? Venez nous voir chez Megameuble. On a tout pour la maison. Salon, chambre, cuisine, appareils électroménagers, matelas, meubles pour enfants. On a tout pour la main. À de bons prix. Megameuble, c'est la solution. Mégameuble, sur l'Angelier, coin Bombardier à Saint-Léonard. Mégameuble.com. Avec Prêt Auto La Caille Facile. Prêtautolacayefacile.ca. Avec l'Hélène. Effectivement, avec l'Hélène, l'une de nos animatrices ici même à l'émission L'Heure Vertière au 1570 AM.
que vous ayez un mauvais crédit, aucun cas refusé. Approbation garantie à 100%. Restaurant Flap Flap, bonjour. Bonjour monsieur, avez-vous du griot? Absolument madame, c'est notre spécialité. Et je tiens à vous annoncer qu'à l'achat d'un plat de poulet ou de griot au prix régulier, vous obtenez 50% de rabais sur le deuxième plat. Waouh, c'est intéressant. Bien sûr, et je tiens également à vous annoncer que le vendredi et samedi, nous avons du lalo et ce même samedi, le bouillon consommé. Et où êtes-vous situé? Nous sommes situés au 5808 Charleroi à Montréal-Nord, près de la Cordère, en arrière du Canadian Tire, à côté du Walmart. Faites-vous aussi la livraison? Pour la livraison, ça oui madame. 514-329-7787. 514-329-7787. Restaurant Flap Flap, la cuisine authentique d'Haïti, en plein cœur de Montréal-Nord. Ex-Wash. Voulez-vous éviter toutes les traces du coronavirus? Essayez ce nouveau produit, Ex-Wash. Ex-Wash permet un lavage des mains impeccable. Ex-Wash tue tous les virus et combat même le corona. Pour un nettoyage en profondeur, Ex-Wash, c'est la solution. Pour vous le procurer, composez le 514-552-6080. 514-552-6080. Ex-Wash. C'est exact. Oh ouais! Alors voilà, je suis de retour avec vous après cette courte pause publicitaire. Tout à l'heure, avant que j'entre en onde, au tout début, vous avez entendu une très belle pièce avec une voix sulfureuse. C'était la voix de Lélène, la chère Lélène, qui est ma collègue qui travaille ici au ciel à son émission, donc une femme la nuit. Donc voilà. Et je disais donc que nous sommes de retour après 2 bons mois, en tout cas pour ma part, de temps d'arrêt, de vacances. Alors, c'est très important de prendre le temps de s'arrêter parce qu'on va, vraiment, la vie va vite. Hein? On est toujours en train de courir, toujours en train de se mettre plus de responsabilités. On s'implique dans des activités à gauche et à droite. On a les enfants, etc., le travail à plein temps. Donc, ça nous surcharge. Donc, souvent, on a une espèce de fatigue mentale, fatigue physique aussi de plus en plus. Les gens sont malades malgré que l'espérance de vie est augmentée. On voit de plus en plus de gens qui sont malades ou bien qui meurent de façon prématurée. Alors, il faut prendre le temps de s'arrêter pour se reposer, calmer son esprit, son mental, calmer aussi son corps, protéger son cœur. On a beaucoup de crises cardiaques, beaucoup d'AVC. Donc, pensez à vous, prenez le temps de respirer aussi profondément. Ça a l'air tout simple à dire, mais la plupart des gens ne savent pas respirer. Quand on respire, il faut que l'air pénètre par les narines, descende au poumon jusqu'au ventre et ensuite remonte. Mais souvent, l'air va rester bloqué au niveau de la poitrine et ça ne permet pas d'oxygéner tout notre corps. Et il faut oxygéner le cerveau aussi. Très, très, très important, donc de respirer à fond, de prendre du temps pour soi et de faire un bon bilan aussi. Alors, quand on s'arrête comme ça, bon, l'été, on est en vacances, oui, on fait des activités en famille, on sort, on peut peut-être même aller dans un autre pays, etc. Mais c'est aussi le moment de faire le bilan. Comment les choses se sont passées jusqu'à présent? Comment je peux réajuster ma vie? Je peux me réorganiser. C'est une activité très importante aussi. Et prendre le temps de planifier. Alors, une fois qu'on a fait un bilan, on peut maintenant regarder vers l'avant. Qu'est-ce que je veux atteindre comme objectif? Où est-ce que je veux me rendre? Et puis, on écrit ça, on met ça sur papier ou bien directement dans son cellulaire ou sur l'ordi, peu importe. Donc, on se donne des objectifs à atteindre. Et là encore, ne pas exagérer. Je sais que pour ma part, j'aime toujours faire 50 000 choses. J'ai toujours plein de plans, plein de projets. Ça ne finit plus. Et je m'en mets plus que je suis capable d'en prendre. Et une journée n'a que 24 heures. Hein, on fera ce qu'on voudra. Donc, d'essayer
d'essayer de se donner des objectifs qui sont atteignables pour avoir cette satisfaction aussi. C'est bon pour nous, c'est bon pour notre esprit, c'est bon pour notre estime de soi de voir que j'ai réussi à faire ça aujourd'hui. Et quelqu'un m'a donné un truc, je ne me souviens pas trop si j'en ai parlé avant de prendre mes vacances, mais d'en faire un petit peu à la fois, des petites bouchées. Hein, on mange un éléphant, une bouchée à la fois. Moi, je veux le manger au complet d'un coup. Alors, 15 minutes peut-être par jour. C'est sûr que si vous avez énormément de choses à faire, de tâches, parce que vous avez procrastiné, ben, on peut dire peut-être un 30 minutes, mais de ne pas en faire au point de s'essouffler, d'être épuisé, d'avoir des douleurs physiques. Donc, un petit peu à la fois, un petit 15 minutes, un 20 minutes, peut-être 30. Et si on en fait comme ça un peu tous les jours, ben, on verra davantage l'aboutissement d'une tâche. Donc, voilà, des conseils que je me prodigue à moi-même, bien entendu. Alors, voilà, c'est ça pour ce qui est de prendre soin de soi, de prendre le temps de faire un bon bilan, de prendre le temps aussi de planifier pour pouvoir arriver à atteindre nos buts, nos rêves. Sinon, la rentrée. Bien, évidemment, la rentrée pour la radio coïncide avec la rentrée scolaire. Oh là là, quelle galère! Les parents, les élèves, de retour de ce confinement, comment ça a dû être angoissant, stressant pour vous tous. Et vraiment, je sympathise. D'ailleurs, je suis dans le même bateau. Hein, tout le monde vit cette situation-là ensemble, mais ça a quand même fait du bien de sortir de la maison. Ça fait du bien de voir la vie reprendre son cours tranquillement comme ça. Et personnellement, bon, moi, j'enseigne dans une école et je vois que les choses se déroulent quand même assez bien. C'est vrai que c'est difficile de passer une journée entière avec un masque. Je parlais tout à l'heure de l'importance de bien respirer, mais ça nous empêche de respirer. Ça empêche l'oxygénation du cerveau. Donc, c'est important quand on a un petit moment, que ce soit parce que vous travaillez dans le milieu hospitalier ou ailleurs. Donc, de temps en temps, si vous pouvez vous le permettre, de baisser le masque, de pouvoir prendre quelques bonnes inspirations. Évidemment, s'il n'y a personne à proximité, ça fait du bien aussi. Et évidemment, bon, on parlait d'anxiété, d'angoisse. Moi, je vois que les enfants vont bien. Les enfants sont heureux d'être de retour. Ils sont heureux de revoir leurs amis, heureux de voir leurs anciens professeurs. Ils nous font des coucous comme ça dans le couloir. Ils veulent nous serrer dans leurs bras. Moi, j'en ai qui me font « Madame Stéphanie ». Et ils me tendent leurs mains, leurs petites mains comme ça, leurs bras. Et puis, on a envie de les serrer, de les envelopper. Mais on ne peut pas. Alors, j'ai tellement hâte que cette pandémie prenne fin juste pour pouvoir recommencer à serrer les gens dans mes bras, les embrasser. Parce que ça aussi, c'est bon pour l'humain. L'oxygène, c'est bon, mais l'amour, l'affection, la tendresse, c'est notre oxygène aussi. Ça nourrit notre âme, ça nourrit notre cœur. On a besoin de ça pour vivre, on a besoin de ça pour se développer. Et que ce soit les enfants ou les adultes, c'est une question de santé. On a entendu beaucoup de spécialistes aussi le dire. C'est bon pour notre système immunitaire d'avoir de la tendresse, de l'amour, le toucher, physiquement toucher quelqu'un. C'est excellent pour le bien-être mental. Une personne qui est malade et qui est bien entourée aura des chances de guérison, bien même si cette personne ne guérira pas, mais au moins cette période sera beaucoup plus facile, plus aisée. Donc, c'est très important d'avoir de l'amour, de se donner de l'amour. Alors, ne serait-ce que pour ça, j'ai tellement hâte que cette pandémie prenne fin. Alors, on se fait des câlins à distance comme ça. On fait comme ça avec nos bras, on s'envoie des bisous à distance. Mais sinon, ça va dans le milieu scolaire. C'est difficile, effectivement, pour tout le corps enseignant, pour les équipes écoles, parce qu'il faut désinfecter les sièges. Il y a toute la question de gestion des dîners, services de garde. C'est pas simple, mais on s'en tire, on s'adapte, n'est-ce pas? Il le faut. Et moi, le petit conseil que j'aimerais donner, évidemment, à ceux et celles qui écoutent, peu importe le milieu dans lequel vous travaillez, oui, c'est vrai que c'est frustrant. C'est vrai que c'est difficile, même, disons, de nettoyer bureaux, chaises, on peut avoir des douleurs au dos. Mais si on fait les choses avec une vision qui est différente, qui est plus positive, ça sera plus facile à vivre et apprendre. Mais si on le fait en maugréant, se plaignant, on chiale, ben, ça sera plus lourd et plus long aussi. Même moi, de temps en temps, ça m'arrive. Après ça, j'essaie de me ressaisir et de me dire non, on le fait pour une bonne raison, pour une bonne cause. Et puis, ben
ben voilà, on fait de son mieux. Tout le monde met la main à la pâte et on ne tourne pas les coins ronds, hein, parce que parfois, on peut vouloir faire les choses un petit peu vite pour se débarrasser parce qu'on est un peu fatigué. Mais il faut vraiment mettre, c'est-à-dire s'investir et faire ce qu'on a à faire correctement, convenablement. Ne pas dire, oh, ben, c'est pas grave si je ne le fais pas aujourd'hui, je ne désinfecte pas, on n'aura pas le temps de mourir. Ben non, il faut prendre le temps de bien désinfecter, de bien être assigné à sa tâche pour le respect des autres, pour la santé, la sécurité de soi-même et des autres aussi. Alors, voilà. Puis, sinon, évidemment, il y aura bientôt les rencontres de parents qui se feront de façon virtuelle. Ça aussi, il faut apprivoiser. On a eu la chance au printemps de, disons, s'habituer, de suivre quelques formations pour tout ce qui est enseignement à distance, savoir comment ça fonctionne, Zoom, Teams. Donc, on est vraiment dans une autre ère. Il y a des gens qui étaient déjà depuis des années habitués à faire des visioconférences. Maintenant, tout le monde est obligé de s'y mettre. Alors, quelque part, on est en train de déformatiser tout le monde. On est en train de transmettre des connaissances qui sont importantes et essentielles maintenant pour la population. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des programmes aussi qui existent, des organismes qui offrent un programme de soutien, d'accompagnement, de formation aux familles. Donc, à savoir comment utiliser un ordinateur, comment justement faire des visioconférences, etc. Et qui fournissent aussi le matériel, les outils informatiques aux familles, ce qui est une très, très bonne chose. Au printemps, bien évidemment, le gouvernement a pu offrir des tablettes, des ordinateurs aux familles. Donc, on va voir aussi à ce que si toutefois on devait refermer les écoles, bien que ça puisse être de nouveau offert. Mais je salue les organismes qui le font déjà, qui accompagnent nos familles. Puis pour les parents, c'est pas facile, c'est pas simple, hein, parce que la maîtrise de la technologie, mon Dieu, c'est quelque chose. Il y en a qui n'ont pas le temps, et puis c'est tout un autre langage. On peut être des analphabètes de l'informatique, hein, mais essayez de voir comment vous pouvez vous y prendre, même si c'est un neveu, une nièce, quelqu'un de la famille qui puisse venir vous montrer les bases. C'est très important maintenant d'entrer dans cette nouvelle ère, parce qu'à partir de maintenant, les choses ne seront plus jamais les mêmes sur ce plan-là, du moins. Hein. Alors, voilà. Sinon, Gary, j'ai bien envie de te demander comment ça s'est passé ton été. Toi, tu es toujours au poste, toujours au rendez-vous et vraiment, je te remercie, te salue parce que c'est grâce à toi que cette radio existe et qu'on a la chance de pouvoir s'exprimer, qu'on a la chance de pouvoir évidemment partager des choses comme ça avec nos auditeurs. Donc déjà, bonjour Gary. Bonjour Stéphanie. Alors, comment s'est passé ton été avec sa voix? Bonjour Stéphanie. Oh. Ah ben, écoute, bon, c'est sûr que numéro un, étant que je suis le directeur de la radio, je suis toujours présent, et quasiment dans toutes les émissions. Oui. Et puis, j'ai mon émission personnelle qui est, bien sûr, mon agent, mon comptable. Il ne manque pas une occasion de brancher son émission, hein, celui-là. Donc, à 14h. Mon agent, mon comptable, c'est tous les dimanches à 14h. Ouais. Et que c'est une grosse équipe. C'est une équipe de 7 personnes. Oui. Et j'ai l'impression que personne n'a pris congé. Oui. Vraiment, personne n'a pris congé. Les 7, chaque dimanche. Il y a des journées où on était vraiment 7. Là. Oui. Oh, avec la distanciation physique, vous avez Non, il y en a, c'est au téléphone. Si on prend le docteur Jean-Yvan Pierre, c'est au téléphone. Oui. Et puis Anthony Georges-Pierre, qui est le professeur, l'historien, il est directement de Miami. Et lui aussi, il est au téléphone. Oui. Et puis, à tour de rôle. Oui. Mais sinon, comment s'est passé ton été en dehors de l'émission? Parce que oui, c'est bien de travailler, d'être au poste et tout, mais est-ce que tu as pris du temps pour te reposer, t'arrêter, avoir des activités en famille, avec ta petite chérie, ta femme? En effet, j'ai pris 15 jours de congé. C'est bon, oui. Et puis, parmi les 15 jours de congé, j'ai l'impression que j'étais au bureau au moins 8 donc ce ne sont pas de vraies vacances. Je vais faire une émission bientôt en passant, justement, je ne voulais pas mentionner, mais je vais faire une émission sur, on appelle ça l'ergomanie, je crois, donc being a workaholic, les gens qui travaillent trop, hein, tout le temps, qui ont de la difficulté à décrocher. Donc, je vais faire une émission là-dessus. Disons pour moi, j'ai pris quand même 15 jours de congé, mais avec des tâches légères. Oui. Vraiment, tâche vraiment légère, Stéphanie. Pour moi, c'est comme si j'étais en vacances. Quand tu as l'habitude de travailler, mettons
80 heures. Oui, c'est difficile d'arrêter tout d'un coup. D'un coup, oui. c'est pas possible. Oui, parce qu'on s'ennuie et puis tu peux même développer un petit peu de déprime. Je tombe malade. Oui, absolument, de la déprime. Et puis, c'est pourquoi les gens qui prennent leur retraite doivent continuer à être actifs, à faire des activités, parce qu'autrement, il y en a qui tombent malades, carrément, réellement, physiquement. Non, pour le vrai. Qui tombent en dépression. Dès que je m'arrête, je tombe malade. Oui. La grippe, tout le tralala. Et puis moi, j'ai tellement peur d'avoir la grippe, tout par le temps qui court. Plus que la COVID. Disons que c'est un mauvais signal. Oui, mais moi, j'ai mon petit masque en passant. Oui. Il faut, hein? On n'a pas le choix. Ben oui, distanciation physique. Et non sociale. Et non sociale. Le sociologue Frédéric Barrois a bien fait la distinction pour nous. Mais sinon, est-ce que tu es allé à l'extérieur peut-être de Montréal? Une fois à Mont-Tremblant. Peut-être 48 heures quand même, à Mont-Tremblant. Mais c'est bien, c'est bien. Moi, Gary, tu sais, j'ai fait du camping pendant un week-end. Camping sauvage? Non, pas sauvage, parce que j'étais avec certaines personnes que je ne nommerai pas si ces gens nous écoutent, qui n'aiment pas trop ça ou dont c'était leur première expérience, mais quand même, ça faisait plaisir de voir que les gens puissent se jeter à l'eau comme ça, essayer de nouvelles choses. Ça fait du bien de sortir des sentiers battus. Vraiment, d'aller vers l'inconnu. De sa zone de confort. De sa zone de confort. Puis c'est très bon pour le cerveau. Vous savez, moi, j'aime beaucoup parler de neurosciences, mais c'est démontré que il ne faut pas rester dans la routine, dans les habitudes. Donc, parce que notre cerveau, il n'y a pas de nouveaux chemins, de nouveaux sillons. Quand on vit des expériences nouvelles, quand on prend ne serait-ce qu'un chemin différent pour retourner à la maison, pour aller travailler, on se pousse et puis on sort, comme on a dit encore une fois, de sa zone de confort, eh bien, on va développer de nouvelles autoroutes. Ils appellent ça des autoroutes dans notre cerveau et ça nous protégerait même contre certaines maladies, paraît-il. Donc, il faut rester actif, il faut rester vif d'esprit. La lecture. Donc, c'est pourquoi les jeunes, s'il y en a qui écoutent, ou bien les parents, dites ça aux jeunes, d'étudier, d'apprendre, ça garde le cerveau actif et vivant et ça développe de nouvelles connexions, de nouvelles autoroutes. Donc, c'est très important. Des fois, ils disent « Ah, mais ça sert à quoi d'aller à l'école? Pourquoi apprendre? Oui, mais pourquoi je devrais faire ci? Des activités parascolaires parce que ça développe notre cerveau. C'est important pour la santé. Il n'y a pas de hasard. Il y a une raison derrière toute chose. Alors, déjà, le camping... Moi, je dirais c'est le travail, la passion. Oui, le travail, la passion, mais tu peux faire le même travail pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais tu es encore dans ta zone de confort, tu es dans ta routine, il n'y a rien de nouveau. Donc, c'est bon de faire autre chose, d'expérimenter, d'explorer, d'apprendre, de lire des livres ou un sujet, par exemple, que tu ne connais pas. Peut-être que toi, tu aimes la musique, mais tu ne lis que sur la musique, mais va lire sur autre chose. Donc, d'essayer de développer déjà tes connaissances, de se cultiver, puis d'apprendre autre chose, sans devenir des spécialistes, mais d'être moi, je ouvert. dis souvent aux jeunes, regarde, tu aimes le sport, oui. Ben, mettons, tu aimes le bon James, oui. OK, va lire les articles sur le bon James. Absolument. Comme ça, tu vas améliorer ton français, oui. puis ainsi de suite. Très bonne idée, exactement, parce qu'on joint l'utile à l'agréable, comme on dit, parce que si tu apprécies quelqu'un, déjà, de connaître un peu son parcours, son histoire, ça va t'aider, ça va t'inspirer et t'aider à aller un petit peu plus loin. Ça va t'aider même dans tes cours de français, la capacité de la compréhension au niveau de la lecture. Donc, c'est un très, très bon conseil que tu donnes là. Mais ce n'est pas juste pour les élèves, pour les jeunes, pour les adultes. Tu vas te motiver aussi. Oui, te motiver. Il faut se trouver un modèle, carrément. Absolument. Puis, en fait, les gens qui écoutent, c'est pour vous aussi, les adultes. Il faut, je sais que vous allez me dire, ouais, mais on n'a pas le temps. Où est-ce que j'ai trouvé le moment? Encore une fois, 15 minutes par jour, même si tu peux lire 2 pages ou 5 pages. Ben oui, 2 articles, c'est facile. Oui. Surtout avec l'Internet, le Facebook, maintenant, c'est tellement facile de nos jours. Oui. C'est qu'il faut vraiment s'enlever ce qu'on appelle de la paresse intellectuelle. Mais parfois, on est tellement fatigué, Gary. Non, mais un article par jour, Stéphanie, 2 articles par jour, comme tu vas, je suis convaincu en lisant, tu vas apprendre au moins un mot. Regarde, un mot. Puis une nouvelle du jour, quelque chose. un mot. Regarde, moi, je me souviens, je ne veux pas entrer dans la comptabilité, je me souviens au début de ma carrière, il fallait que je rencontre 5 personnes par jour. Oui. 5 personnes, je donne ma carte. Oui. Je te jure, ça fonctionnait. Ben oui, certainement. Oui, 5 personnes par jour. Oui. Et des fois, je pouvais être dans un match de soccer de mon fils à l'époque, et puis les parents étaient là. Je me suis assuré pour dire,
Ah, je suis un comptable, je travaille à mon compte. Mais tu vois, c'est bon de faire ça, d'avoir de l'audace, être courageux. Justement, des fois, on dit, ah non, je ne veux pas faire ça, j'ai peur. Oui, mais vas-y, fais-le. Moi, j'ai fait beaucoup de ventes dans ma jeunesse et il y a une chose qui m'est restée. C'est qu'on nous avait enseigné que la pire chose qui puisse arriver, le pire qui puisse arriver, c'est de se faire dire non. Voilà, aussi simple tu ne vas pas mourir, on va pas te... Même si tu as un refus, ou bien la personne elle est un petit peu agressive. Quelqu'un que tu ne connais même pas. C'est ça. OK, ça tu as un petit choc, là, ça affecte ton ego, mais à part ça, tant pis. Mais au moins, tu auras essayé, tu auras tenté le coup. Et là, j'aimerais bien venir, justement, si je reviens aux jeunes, souvent à cet âge-là, ils veulent bien paraître, ils veulent impressionner, faire partie du groupe, etc. Tu peux faire partie d'une équipe ou bien peut-être de corps musical, je ne sais trop. Et puis, tu n'es pas nécessairement à la même hauteur ou au même niveau que les autres, ou bien vous avez perdu le match de basket ou de soccer, peu importe. C'est pas grave. C'est que tu es impliqué et tu travailles fort pour pouvoir t'améliorer et éventuellement gagner. Ou même si tu n'as pas gagné, continue le travail, continue l'effort, continue l'exercice. N'arrête pas pour autant. Parce que quand tu arrêtes, à ce moment-là, tu n'as pas de chance de progresser. Et puis, tu tombes encore une fois dans la paresse ou dans tes habitudes, dans l'ennui. Le même match de basket dont tu parles, Stéphanie. Ouais. Et c'est comme hier soir, je regardais un match de basketball, Houston contre LeBron James. LeBron James a éliminé Houston. Oui. Et Westbrook était fâché, il n'a pas salué les autres. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est une mauvaise attitude. James Harden, lui, il a salué LeBron James pour dire félicitations, continue, j'espère que tu vas gagner. Oui. Écoute, démontre ton caractère. Là. Arrête de démontrer le caractère on the street, moi j'appelle ça, le caractère de la rue que je démontre. Moi j'appelle ça. Non, oui, c'est le caractère de la rue, carrément. Okay. Donc, ça veut dire que si tu as du caractère, tu dois faire comme LeBron James. Oui. Lui, il a du caractère. Oui. C'est sur le terrain que ça se passe. Et exactement. Il a gagné à l'âge de 35 ans. Oui. Il est encore le meilleur. Et c'était fair play. Je veux dire, chaque équipe avait la chance de démontrer ses capacités. Bon, une équipe a gagné, a remporté la victoire. On félicite, on serre la main. Et effectivement, comme tu dis, c'est de démontrer son caractère, son tempérament. Et pour les jeunes encore qui écoutent, plusieurs ont des difficultés au niveau de leur comportement et tout, même dans les équipes, dans les matchs. Mais c'est le moment d'apprendre. C'est un lieu d'apprentissage aussi. C'est pas juste jouer, dribbler le ballon bien avec le ballon de soccer ou peu importe, c'est en musique et tout. C'est que quand tu es en équipe, tu es avec les autres, tu vas développer ta socialisation, tu apprends des habiletés sociales, comment faire, comment vivre avec les autres, comment interagir avec les autres. Et à la maison, comment tu te comportes, ça va influer aussi comment tu vas te comporter à l'extérieur. Donc, tout est un apprentissage dans la vie. Ça te montre comment travailler, surtout en équipe. Oui, absolument. Le plus souvent, on a de la misère à travailler en équipe parce que quand on travaille en équipe, il faut faire des concessions. Oui, absolument, oui. Parce que la vie, c'est comme ça. On n'est pas seul au monde. C'est difficile de vivre avec les autres. Même à deux aussi, hein. C'est la même chose. Comme avec les autres, avec l'autre ou les autres. Dès qu'il y a une personne autre que soi, c'est-à-dire que nos désirs, nos pensées, nos croyances entrent en conflit. Alors, il faut trouver un terrain d'entente, voir comment on peut faire pour arriver à vivre ensemble. Les politiciens, ils aiment bien dire ça, le vivre ensemble. Et l'autre chose que je pourrais ajouter, la valeur de l'être humain, elle change aussi. Oui. La valeur que tu avais, Stéphanie, à 20 ans, à 25, 30 ans, c'est plus pareil à 40 ans et à 50 ans. Tout à fait. On évolue. Chaque période de la vie nous enseigne de nouvelles choses. On a des expériences aussi qui font en sorte qu'on se transforme. Par contre, Gary, il y a des gens qui ne changent pas, qui n'évoluent pas. Il y a des gens, tu te demandes franchement, est-ce qu'ils ont appris quelque chose? Ils vieillissent, puis on dirait que... la cassette. Moi, j'appelle ça la cassette. Oui, les années ne leur ont apporté aucune sagesse, ou sinon, s'ils ont appris quelque chose, mais ils ne le mettent pas en pratique, ils ne le démontrent pas. Qui répètent les mêmes choses, surtout. Qui répètent les mêmes choses. C'est comme une cassette. Là. Pendant 20 ans, 25 ans, tu répètes la même chose. Oui, et tu sais quoi aussi? Pendant que tu dis ça, ça me fait penser, j'ai écrit un texte que je pourrais vous lire éventuellement. Ça s'appelait des mouches et des hommes, je crois, quelque chose comme ça. Je me suis réveillée un matin, j'ai été inspirée parce que j'aime beaucoup quand je me réveille, là, je vous dévoile des petites choses de ma vie personnelle, aller à la fenêtre. J'ai un arbre dans ma cour. Moi, j'adore les arbres. Et puis, je regarde, j'observe l'arbre, les écureuils qui se promènent. Là, ça fait un petit peu fleur bleue, là.
Mais que voulez-vous, c'est moi. Et puis, donc, je regarde la cour comme ça. Des fois, bon, les animaux, ils sont là. Des fois, il y a des chats, un chat, peu importe. Et puis, comment on dit, là, entre les deux fenêtres, il y a souvent des petites mouches ou bien une petite araignée. Puis, il y avait une espèce de combat où il y avait, en tout cas, c'était comme un petit film. Moi, je me suis mise à observer la mouche et l'araignée ou les mouches et l'araignée, Gary. Écoute, ça m'a inspiré un texte de 3 pages que je pourrais vous lire. Mais pourquoi je vous parle de ça, c'est que... Comment tu arrives à t'inspirer d'une mouche? Ah, ben ça, c'est ça quand on a un cerveau qui a plein de connexions. D'une mouche? Oui, non, mais une mouche, ça vole, et puis je sais pas. Là. Non, hein? Je t'assure, c'était d'observer les stratégies en fait, de l'araignée pour essayer d'attraper la mouche qui se sauve. En tout cas, je vous lirai, je vais apporter mon texte. Qui a gagné? Ah ben, je dirai rien, je vais vous apporter le texte, je vais le lire. C'était vraiment comme un roman policier. Mais c'est-à-dire que j'aime observer les mouches parce que je me dis qu'il y a des humains qui sont comme ça. Des gens qui passent leur temps à tourner en rond, à bourdonner, puis pouf, qui se cognent comme ça sur la vitre et qui n'arrivent pas à voir ou à prendre la porte de sortie. Avez-vous expérimenté ça? Vous ouvrez la fenêtre ou bien la porte, puis vous essayez de chasser là où les mouches, puis ils sont là, bzzz, toujours sur... Si tu dis, mais c'est quoi ton problème? Tu vois pas que la porte, elle est ouverte ou la fenêtre sort, prend un autre chemin? Mais les surtout humains... quand tu ouvres la porte, là. Mais oui, elle est tu ouvres la porte, là. Vas-y, sors. Ben non, je veux rester à l'intérieur. Il retourne, il refait son vieux chemin, puis là, pouf, sur la fenêtre. Moi, ça m'exaspère, Gary. Et là, je me suis dit... Mais il y a des humains qui sont comme ça. Et ben, moi-même, là, j'ai eu des périodes dans ma vie où j'agis comme une mouche. Ah, mon ami qui est là. Alors, tu veux prendre place. Juste ici. Je vous ai parlé de mon collaborateur il est arrivé. Je vais vous le présenter tout à l'heure. Donc... juste ici. Et donc, c'est ça, Gary. Il y a des gens qui se comportent comme des mouches, qui ne prennent pas le temps de réfléchir ou bien qui refont les mêmes erreurs encore et encore et encore, qui se frappent la tête, toujours la même situation, sans arrêt, sans arrêt. Bon, je dis ça, on rigole comme ça. Je ne suis pas mieux, ça m'arrive aussi de temps en temps, mais au moins de prendre conscience, de s'arrêter, de se dire, OK, dans cette situation-là, qu'est-ce que je peux faire différemment? Quelle porte m'est ouverte? Quelle fenêtre est ouverte? Quelles sont mes options? Plutôt que de toujours rester en terrain connu et puis de refaire les mêmes erreurs jusqu'à ce que finalement, la vie n'avance pas, ne progresse pas, puis on se dit que, mon Dieu, je ne sais pas, c'est comme si on est fataliste, n'est-ce pas? Ah, c'était la chanson de la pièce, c'était le titre justement de la pièce de l'Hélène, Fatalité, pendant qu'on y parle. Alors voilà pour les mouches, Gary, je vais dire bonjour tout de suite. Est-ce que la caméra, on voit bien mon ami? Pas tout de suite, tout à l'heure, je vais vous le présenter. On va installer la caméra pour que vous puissiez voir mon cher collaborateur. Donc, on a dit plein de choses, Gary. On a parlé des enfants, de l'école, des nouvelles mesures sanitaires pour la protection du port du masque ou de la visière. En fait, ici, ça s'appelle le masque de procédure, comme ceci qu'on porte, et puis il y a la visière aussi. Moi, je pensais que c'était plus facile avec la visière, mais je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas. C'est aussi contraignant. Et une autre chose aussi qu'il faut dire, c'est que selon beaucoup des spécialistes, c'est que les masques tissés avec les beaux petits designs et tout ça ne nous protègent pas contre le virus. C'est triste à dire, hein? Mais les masques, la majorité des gens portent ne protègent absolument pas contre le virus qui peut pénétrer. Quand c'est un masque qui est tissé, il n'y a pas de protection. Alors, tout ça, c'est une grosse mascarade, en quelque sorte, où c'est de la désinformation. Il faut porter les masques N95 parce qu'il y a une barrière protectrice. Hein? Donc, le virus ne peut pas pénétrer, donc ce n'est pas tissé. Alors, je n'ai pas les termes scientifiques, mais la manière dont c'est conçu, ça nous protège réellement contre le virus. Donc, il y a ça. Et il y a la question aussi de porter ce masque toute la journée. C'est un foyer de bactéries, d'où l'importance de le changer, au moins aux 2 ou aux 4 heures, parce qu'autrement, on est là à respirer nos bactéries pendant toute la journée, c'est pas mieux. Je vois des enfants, des fois, qui portent le masque tombe par terre, ils le ramassent, ils se le remettent en plein visage, un autre ami le prend, tiens, ton masque. Je me dis, ça sert à rien. Les petits, donc, c'est seulement à partir de la 5e année que c'est obligatoire, le port du masque, mais les petits, pour l'amour du ciel, les parents, ne les envoyez pas avec un masque, ça sert à rien. En plus, ils nous parlent, on comprend rien. Alors, je leur dis toujours, enlève ton masque, et il est bourré
bourré de microbes. Alors voilà, le message est passé aux parents. Ou bien sinon, au moins, lavez-le. Parce que moi, j'en vois qui reviennent avec le même masque, puis je suis sûre qu'il n'a pas été lavé. Ou bien il est resté sur le bureau, puis le lendemain, ils le remettent. C'est comme non. Alors voilà. Est-ce qu'on est prêt pour saluer mon ami Laurent? Bonjour Laurent. Bonjour Stéphanie. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. Et toi? Oui, ça va bien. Je te remercie d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Oui, moi aussi, ça me fait très plaisir que tu aies pu te libérer. Alors, j'ai parlé de toi un petit peu en début d'émission pour dire à nos internautes, aux auditeurs que j'allais avoir un super collaborateur. Tu vas co-animer de temps en temps avec moi. La pression, la pression. Tu es capable d'en prendre, hein? Alors, pour vous dire, Laurent est un ami de très, très longue date et j'ai quand même du flair, hein? Normalement, quand je demande à quelqu'un de collaborer, c'est parce que je sais que la personne a les capacités, les compétences, même si la personne ne croit pas sur le coup. Mais tu vas voir, tu vas devenir un mordu de la radio. Qu'est-ce que ça te fait de savoir que tu vas commencer à faire un petit peu de radio? Je trouve ça intéressant. Comme je disais à une amie ce matin, je sors de ma zone de confort. Oui. Je parle, mais pas nécessairement avec un micro devant la bouche. Oui. Et ça rentre un petit peu dans la lignée des choses des défis que je m'étais lancé cette année, que j'ai un petit peu repoussé, dont un était de démarrer un podcast, d'écrire plus sur différents sujets. Bon, le podcast n'est pas commencé. On va commencer par la radio, c'était pas dans les plans, mais on va commencer par ça. Probablement que justement, à cette émission-là, on pourrait en faire un podcast. Éventuellement. Tout à fait. On va se disputer. Ah oui, et ça, j'adore en passant. Moi, j'aime ça, les débats. J'aime pas nécessairement les conflits, mais c'est bien de se confronter et puis d'entendre ce que l'autre a à dire et puis d'avoir des arguments et contre-arguments et tout ça. Je trouve que ça met de la vie, ça met du piquant. Tu n'es pas d'accord? Je suis d'accord jusqu'à ce que quelqu'un sorte son téléphone pour regarder la réponse sur Google. À ce moment-là, c'est terminé. Ben non, mais regarde, ça, mon téléphone, il est là, mais je m'en sers juste de temps en temps, là, quand je fais mes recherches et tout, mais sinon, j'essaie de ne pas y toucher. Ou sinon, on a fait nos recherches auparavant. Mais on laisse aller le débat avant d'aller faire notre... c'est ça. Moi, c'est dans les réunions de famille que tu vois ça, quand il y a la grosse discussion. Éventuellement, quelqu'un sort le téléphone pour dire, bon, Google dit ça, voici, discussion close. Wikipédia. Oui, effectivement. Mais ça crée une belle dynamique de l'animation, puis c'est agréable. Ouais, parce qu'il y a des gens qui ont peur des conflits. Hein, on appelle ça en anglais des conflict avoiders. Mais discuter, échanger, ce n'est pas nécessairement être en conflit. Et c'est important de pouvoir quand même confronter nos idées à celles des autres. Oui, sauf que le problème, c'est que le discours, surtout le discours politique, le discours qui est relayé par les médias, est un discours conflictuel où quand quelqu'un n'est pas d'accord avec toi, il est contre toi, ce qui est entièrement faux. Tout à fait. On a peut-être 90, 95, 98% de ce qu'on pense qui est commun avec l'autre, mais le petit 1 ou 2% qui n'est pas identique et les gens s'acharnent là-dessus pour insulter, rabaisser les autres. C'est ça le problème, c'est ça. Et je pense que la prolifération des médias sociaux, je dis les médias sociaux, mais ce n'est pas juste les médias sociaux, c'est n'importe quelle plateforme qui te permet de parler de manière anonyme. Oui. Ça donne une certaine liberté aux gens de dire n'importe quoi, n'importe comment, des choses qu'ils n'oseraient pas dire à quelqu'un en regardant cette personne dans les yeux. Oui. Et je pense que et ceux qui savent manipuler cette information, qui savent manipuler les médias, on en a un très bon exemple que je ne nommerai pas, mais ils sont capables d'exacerber ces différences qui, à la base, sont minimes, mais on les grossit, on les amplifie, et ça donne les conflits et le fait qu'il y a des familles qui se déchirent parce qu'elles sont incapables de discuter de points de vue différents. Absolument, et c'est très intéressant ce point que tu amènes. Laurent, j'en avais parlé quand même il y a quelques émissions de cela, l'importance de maintenir le respect de l'autre. Tout à l'heure, Gary parlait de valeurs humanistes, hein, l'humain. Donc, même si on ne voit pas la personne qui est face à nous, mais de se dire, mais comment cette personne va se sentir en lisant ces quelques mots, ces quelques
quelques phrases qui sont inscrites. Il y a des jeunes qui se suicident parce qu'ils ont lu des choses négatives sur eux. Donc, de faire attention, d'avoir cette espèce de côté, de développer en fait son humanité, de se dire que c'est pas parce que je peux écrire ou que j'ai une certaine liberté d'expression que je peux dire n'importe quoi à tout prix. Prendre le temps de réfléchir, prendre un recul et de se dire mais quel impact mes mots auront sur la personne qui est à l'autre bout, qui est de l'autre côté. Et même dans les familles, hein, comme tu dis, qui s'entre-déchirent, qui sont incapables de discuter sans que ça ne tourne au vinaigre. Et puis là, mon Dieu, on ne se parle plus pendant des mois. Oui, et c'est très courant. C'est très courant. J'ai été il y a 2 ans. Oui. Ça fait comme une éternité. Quand je dis il y a 2 ans, j'avais été chez des amis, des très bons amis aux États-Unis. On avait fait une fête. Oui. Et avant ça, je lui avais dit, est-ce qu'il y a des gens, est-ce qu'il y a des sujets dont il ne faut pas parler? Il m'a fait la liste, il m'a dit, telle personne, tu ne parles pas de ça, telle personne, tu ne parles pas de ça, telle... Bon, je n'ai pas parlé finalement. Tu es dans la grande bienveillance. Ça, franchement, je ne sais pas si on appelle ça de la bienveillance, mais c'est un petit peu... on a une collègue qui vient d'arriver. C'est un peu excessif quand même. Mais c'est parce que, sachant que j'allais aux États-Unis et que je sais que c'est extrêmement tendu, il fallait que je fasse attention, surtout que c'était lui qui m'invitait à une de ses fêtes. Et moi, tu sais que je n'ai pas toujours ma langue dans ma poche. Ben, c'est pour ça que je t'ai invité à participer à cette émission. Puis c'est très bon. Et puis tu vois comment tu es à l'aise, tu t'exprimes, mon Dieu, comme si tu étais dans ton salon, comme si on n'était que tous les deux. Alors, c'est ça la radio. Moi, j'adore la radio pour ça. Je trouve que j'ai moins peur de la radio que de la télévision. Donc, quand j'ai une caméra devant moi, c'est autre chose. Mais là, on en a une qui est toute petite, mais je trouve que la radio, c'est beaucoup plus intimiste. On n'a pas l'impression qu'on est vu, même si c'est le cas. Donc, beaucoup plus d'aisance. Puis moi, je trouve que tu vas être excellente. Tu l'es déjà, d'ailleurs. Merci. Ben oui. Ben, en tout cas, alors voilà, c'était Laurent Duperval. Est-ce que tu as déjà quelques idées de sujets qui t'intéressent particulièrement, dont tu aimerais parler? Il y en a plein. Il y en a tout plein? Oui. Bon, il faut décider lesquels on passe à la radio et lesquels on ne passe pas à la radio. Ben, disons que je suis comme toi, j'ai pas la langue de bois. Et puis, moi, c'est ce que j'aime aussi de notre directeur, c'est qu'il nous laisse une pleine et entière liberté. Évidemment, quand on dit liberté, on s'entend, hein, mais de discuter des sujets que je veux. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai accepté de faire partie de cette équipe. Parfois, on peut être, par exemple, dans les soi-disant grands médias, mais on est limité, on est muselé. Et comme on parle justement de COVID, de port du masque, le message qui circule, comme tu parlais tantôt de manipulation de l'information, moi, quand j'écoute ceux qui ont la langue déliée, qui ne sont pas muselés, les scientifiques, ils nous disent le contraire de ce que ces grands médias prétendent qu'on doit faire, jusqu'à un certain point, en tout cas. Oui, mais même là, je parlais à mon père il n'y a pas longtemps, qui est infectiologue. Donc, lui, il a étudié en infectiologie pendant 40 ans. Oui. Mais il disait, il y a certains médecins qui avancent des propos. Et il dit, ce sont des médecins que je connais, que j'ai déjà rencontrés, mais je connais leur champ d'expertise. Et leur champ d'expertise, ce n'est pas la virologie, ce n'est pas l'infectiologie. Et ils prennent leur expertise de leur champ et ils l'appliquent à la transmission de la COVID, et il dit, ça ne fait pas de sens. Oui, ils sont très calés dans leur domaine, mais changent de domaine médical et l'information qu'ils appliquent à un domaine ne peut pas s'appliquer. Ne s'applique pas à l'autre. Donc, ils avancent des théories, ils avancent des propos que les gens disent, vous voyez, ce médecin-là dit le contraire des autres, donc lui, il a raison. Les autres tentent de nous cacher des choses, mais c'est juste que c'est pas son champ d'expertise. Mais il y a des infectiologues qui disent le contraire de ce que les médias de masse aussi nous disent, nous transmettent. Oui, mais malheureusement, c'est la science, c'est comme ça. Oui. La science, c'est... On n'a jamais été exposé à la science en direct. La science en direct, c'est un tas d'essais, c'est un tas d'erreurs, c'est un tas d'hypothèses qu'on essaie de vérifier, qu'on essaie de valider. Mais c'est des choses que... Le développement d'un vaccin, normalement, c'est 5, 7, ça prend plusieurs années, exactement. Oui, mais là, maintenant, on essaie de tout pousser et faire ça en 18 mois. Donc, c'est clair qu'il y a des... On va prendre des directions qui ne sont pas correctes parce qu'on apprend. Oui, et qui constituent un danger pour la santé publique. Donc, c'est de là, quand je te dis que des gens qui ne sont pas muselés, qui osent nous dire... C'est pas une question de théorie du complot, mais c'est qu'il faut être capable de remettre en question, de réfléchir, de se dire, mais cette direction-là que tel groupe veut prendre, ou scientifique, elle n'est pas bonne, c'est tout. Mais ils ne savent pas.
je vais prendre un exemple. Jusqu'à quel point ils savent pas? Mais je vais prendre un exemple, le VIH. Oui. Mon père a travaillé longtemps dans le VIH. Il était considéré comme un expert en VIH. Oui. Et il nous a dit, tu sais, Laurent, au début, on cherchait un vaccin. On a cherché longtemps un vaccin. On n'a pas trouvé de vaccin. Et il a dit, éventuellement, on a trouvé un médicament. Lorsqu'il fonctionnait, ça fonctionnait, mais jusqu'à un certain point. On a dû chercher encore longtemps. On en a trouvé un deuxième et éventuellement un troisième. Et on a réalisé 20 ans ou quelque chose du genre, presque près de 20 ans, 15-20 ans, après avoir commencé à chercher un vaccin, que finalement, le vaccin, ce n'était pas la bonne approche. C'était de mettre 3 médicaments ensemble qui font la trithérapie. Mais ça a pris des années à trouver ça. Mais tu sais, mais c'est la même chose pour la COVID. Mais moi, Laurent, mon problème, c'est que je suis convaincue que même pour le VIH, il devait y avoir des médecins, des scientifiques, des infectiologues qui le disaient, mais on ne les écoutait pas. Parce que pour la COVID aussi, il y a des généticiens. Il y en a qui disent certaines choses. Voilà, la combinaison de médicaments, on l'a essayé, on l'a appliqué, ça fonctionne, on ne les écoute pas, on essaie de les démoniser jusqu'à ce que finalement, ils disent « Ah oui, là, on va prendre telle chose, il faut faire telle chose. » Mais il y en a qui le disaient déjà et qui criaient déjà, qui allumaient la lumière rouge ou dressait le drapeau. Alors, c'est quelque part, je ne sais pas, il y a un problème? Je sais pas. Comme je te dis, c'est la première fois qu'on voit ce genre de développement scientifique se faire à vitesse grand V. De façon accélérée. De façon accélérée et devant le grand public, avec des enjeux qui ne devraient pas être des enjeux politiques, mais uniquement des enjeux de santé. De santé. Et malheureusement, il y en a qui utilisent ce qui se passe comme un outil politique. Et là, de différencier la personne qui parle pour des raisons politiques versus la personne qui parle pour des raisons de santé publique versus la personne qui parle parce qu'il a des parts dans telle compagnie. Exactement. Oui, mais tout ça, c'est difficile à dépatauger. En même temps, il y a moyen de faire la recherche. Il y a des gens, il y a des journalistes qui font ce travail-là, qui fouillent. Et donc, il faut s'informer, il faut s'instruire, il faut être vigilant. Donc, remettre les choses en question. Moi, c'est ce que j'essaie de faire, de fouiller au maximum et d'apporter une information, disons, plus ou moins équilibrée, éclairée à la population. Parce qu'on ne peut pas être là comme des moutons, suivre et puis se jeter. Ensuite, c'est nous qui sommes affectés, nos enfants. Il y a énormément de preuves qui démontrent que plusieurs vaccins ont eu des conséquences terribles sur la vie des gens, la santé des gens. Donc, il ne faut pas avoir peur de remettre les choses en question puis d'aller fouiller et de s'opposer quand on se rend compte que ce qui nous est proposé n'est pas dans notre intérêt. Oui, pour le moment. Bon, moi, tu parlais du masque tout à l'heure. Parlons-en du masque. Alors, parlons-en. Tu vois, c'est parti. Non, mais parlons-en du masque. Finalement, on va faire une heure. Ils disent que cette année sera probablement la plus petite année de grippe saisonnière de tous les temps. Depuis qu'ils prennent des statistiques, ça serait probablement la plus petite année. Pourquoi? Parce que on commence à mettre en place des mesures d'hygiène. Se laver les mains tout le temps, c'est une mesure d'hygiène. Normalement, tu devrais faire ça régulièrement à longueur de journée. Porter le masque, c'est une mesure d'hygiène. Quand tu sors... Mais qui n'est pas hygiénique. Non, un instant. C'est une mesure... Oui, si les gens mettent leur masque, là, il faut apprendre aux gens comment laver leur masque, comment traiter leur... Mais le simple fait de mettre un masque, et l'autre jour, essaye de prendre ton masque et de souffler. Non, pas ce masque-là, n'importe quel masque. OK, mais là, moi, j'ai celui-là. Oui, tu as celui-là, mais tu allumes une bougie, essaye d'éteindre la bougie avec ton masque. Mais ça ne fonctionne pas, peu importe le masque. C'est ça, mais c'est parce qu'ils nous disent qu'après l'avoir lavé X nombre de fois, c'est le test à faire pour vérifier si le masque est toujours étanche. Moi, quand j'ai reçu mes masques au début de cette pandémie, c'est ce qu'on nous a dit. Bon, madame, ce masque-là, voilà, vous le recevez. On nous donnait ça dans un petit sachet. C'était des masques noirs, très minces, tissés. Et il ne fallait pas le laver, je pense, non, il ne fallait pas le mettre dans la sécheuse. OK? Puis pour vérifier si le masque était toujours efficace, avant de le jeter, il fallait le porter et souffler, comme tu dis, sur une bougie. Mais c'est parce qu'il ne faut pas oublier que ce soit le virus de la grippe, que ce soit le virus de la COVID, ce sont des virus qui se transmettent par
légère et par les mains aussi, parce que tu l'attrapes sur tes mains, tu vas toucher le visage. Mais lave tes mains, mets ton masque quand tu sors, retire-le quand tu es dans ton auto. Et même là, le mettre, c'est comme ceci, hein, c'est pas de toucher, manipuler la surface qui sera sur notre visage, mais c'est vraiment par des petites ganses, là, comment on peut appeler ça? Des arrache-oreilles. Des arrache-oreilles. Je ne suis pas grippée. Je n'ai pas la COVID. Ce sont mes allergies. Alors, parce que maintenant, c'est rendu que tout le monde te fuit, tu tousses, tu renifles, on te regarde. Enfin bref, donc c'est ça, il y a des façons de faire, mais je reviens encore, Laurent, plusieurs spécialistes nous disent que c'est un foyer de bactéries, tu le portes comme ça toute la journée, tu tousses, tu renifles dedans, puis finalement tu sens ton haleine à longueur de journée, c'est pas intéressant. Non, c'est pas intéressant, c'est pour ça que moi je traîne tout le temps un paquet de gomme, mais... Oui, puis il faut le changer aussi, il faut le changer. Il faut le changer tous les jours, et si c'est des juste trucs, les jours. On nous dit aux 4 heures. Aux 4 heures. Dans les salles d'opération, 2 heures. Ils peuvent porter ça plus longtemps que... Parce que quand tu es dans une salle d'opération, tu ne peux pas juste changer comme ça. Non. Ils le disent, mais c'est que dans le milieu hospitalier, ils te disent ça, c'est 2 heures. Okay. Ouais. Sinon, le commun des mortels, comme nous, qui les enseignants, exemple, qui doivent porter ça toute une journée ou d'autres, c'est 4 heures. Mais là, souvent, les gens le gardent toute une journée et c'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal. Oui, excuse-moi, mais pour revenir à au point que je voulais amener, c'est que le fait d'avoir imposé le masque et d'avoir demandé aux gens, et même tu rentres dans les magasins, tu dois te laver les mains tout le temps, ce que ça fait, c'est que oui, ça aide à éviter la propagation de la COVID. Et c'est pas parfait, mais ça va probablement réduire de beaucoup la grippe saisonnière, qui veut dire qu'il va y avoir moins de cas de grippe saisonnière, il va y avoir moins d'infections, moins de morts. Donc, ça a des effets bénéfiques. C'est vraiment une affaire... C'est multiplicateur. Oui, c'est de la santé publique. Et c'est des choses que... Moi, quand j'étais jeune, on n'a jamais eu la gastro chez nous. Oui. Mais chez nous, laver les mains, c'était normal. Essentiel. Mais je suis contente. Mais c'est pas partout. Mais non, je sais. Je suis contente que tu amènes ce sujet parce que justement en mars-avril, quand j'ai abordé la question de la COVID, c'était ça aussi. C'est que moi, j'ai été élevée avec des parents, surtout une maman. Nous, à l'époque, on disait, mon Dieu, elle est donc un freak, notre mère. Excusez-moi, tu veux que je fasse un peu de pub pour Flap Flap, c'est ça? Bon, alors voilà, je m'excuse, là, je reprendrai mon sujet. Flap Flap! C'est qu'on a notre fête de la rentrée justement aujourd'hui. Et puis bon, je vois la nourriture qui arrive comme ça. Et puis Gary me tend le petit dépliant. J'espère que vous le voyez bien ici, comme ceci. Alors, c'est le restaurant Flap Flap, cuisine authentique d'Haïti qui est... En passant, c'est très, très bon ce qu'ils font. Moi, j'adore leurs cigares à la créole. Donc, situé au 5808 Charleroi, à Montréal-Nord. Donc, c'est près de Lacordaire. Vous pourrez aller, justement, découvrir, si vous ne connaissez la nourriture haïtienne. Donc, les mets, c'est succulent, vraiment. Sinon, pour les Haïtiens, vous devez déjà connaître. Donc, encouragez-les. Il y a beaucoup de bons plats à bon prix. C'est très abordable. Et des bons jus aussi. Moi, j'adore les jus typiques, fruits de la passion, corosol, goyave. Et puis mangue, il y a le malta au lait, machin. C'est trop bon. Alors voilà, Flap Flap. J'ai fait la pub, Gary. Est-ce que j'aurai un pourcentage pour ça? De la publicité. Alors, on revient à nos moutons. Donc, ce que je disais, c'est que moi, j'ai été élevée avec une maman qui nous a transmis ces valeurs. Alors, nous, on rentrait de l'école et puis, bon, comme tous les enfants, on courait. Même le bonjour maman, on l'oubliait. On courait. Mamie, qu'est-ce que tu as préparé aujourd'hui? Puis pouf, on mettait la main sur le couvercle pour soulever. Lavez-vous les mains. Vous arrivez de l'extérieur, il faut vous laver les mains tout le temps. Si ma mère, par exemple, elle me dit, Stéphanie, va me chercher une poire au frigo. Moi, j'allais lui chercher sa poire. Elle me dit, est-ce que tu t'étais lavé les mains avant? Non, allez, retourne, va me laver ma poire et tes mains. J'étais élevée comme ça. Mais à l'époque, les gens ne faisaient pas ça. Donc, nous, on trouvait, je vais le dire en québécois, elle était bien fatigante, là. Tu comprends? Mais elle nous a transmis des valeurs qu'aujourd'hui, on essaie d'imposer à tout le monde, mais c'est comme ça qu'on devrait vivre. Et elle nous a même enseigné à l'époque, et moi, je parle des années début 90, 80, des années 80, parce qu'elle est partie en 93, donc ça veut dire que ça fait longtemps, elle était très avant-gardiste. Quand tu as fini de te laver les mains, il faut fermer le robinet avec du papier. Et non pas avec tes mains, parce que tu reprends les microbes
que tu as enlevé et tu n'ouvres pas la porte avec tes mains. Tu dois ouvrir la porte avec un papier ou bien un pan de ton vêtement. Sinon, tu reprends les microbes. Mais là, on la trouvait fatigante, mais c'est ce qu'on nous enseigne maintenant. C'est ce qu'il faut faire. Tout simplement. Ce sont des mesures d'hygiène normales. Par contre, il y a des gens qui trouvent qu'en Occident, on est trop aseptisé, puis qu'il faut avoir un peu de microbes, développer notre système immunitaire, etc. Mais bon, on ne s'en sort pas. C'est possible, c'est possible, mais quand on a un système de santé qui est déjà débordé, tout ce que tu es capable de faire pour réduire la quantité de gens qui s'y présentent, mais fais-le. Et pour moi, le laver les mains et porter le masque, ça va dans cette lignée-là. Maintenant, mon autre problème avec le masque, mais ça, on en reparlera une autre fois. Oui, parce que là, justement, l'émission va terminer. Les gens qui ne savent pas qu'un masque, ça va dans la poubelle. Moi, ça... Non, mais qu'est-ce qu'ils font avec? Ils le laissent traîner? Oui, mais j'ai vu une photo ce matin, c'est les gens qui ramassent les... Mais c'est partout. Avant, c'était les cigarettes. Oui. On trouvait les cigarettes là, partout. Les gens mettent les masques par terre. Maintenant, ils les lâchent par terre et ça traîne partout. Non, ben là, c'est un autre là, c'est une question d'éducation. Ben, c'est de l'éducation civique et ça manque un peu. Ben, beaucoup même. Alors, très cher Laurent, voilà pour ton baptême. Merci. C'est dommage, j'aurais aimé vous entendre me dire comment vous trouvez Laurent. Mais peut-être que vous pourriez écrire sur le site. Est-ce que Gary, nos auditeurs, internautes, tout ça, ils ont la possibilité d'écrire des petits commentaires comme ça? Oui. Quand c'est le live, au fur et à mesure, oui. C'est ça. En tout cas, quand Laurent sera là, vous écrirez vos commentaires. Pour moi aussi, évidemment, n'est-ce pas? Alors, merci, Laurent. C'est un charme de t'avoir. Je suis très contente de cette très belle collaboration. Je sens que ça va chauffer. Alors, voilà, nous avons un petit peu dépassé notre temps et je vous remercie d'avoir été à l'écoute aujourd'hui. C'est un très beau retour pour moi. Et donc, je vous souhaite, comme à l'ordinaire, une très, très belle semaine. Et puis, on se retrouve dimanche prochain, même poste, même heure, pour un autre tête-à-tête et cœur à cœur avec Stéphanie.